j'aimerais vous raconter, à vous et à vos abonnés, une histoire qui m'est arrivée. Je m'appelle Pedro et je viens de São Paulo, capitale de l'État. J'habite dans un appartement en copropriété divisé en 3 blocs, A, B et C. Un jour, alors que j'étais dans le salon, face à la porte d'entrée, j'ai entendu des voix et du mouvement dehors. Je suis sorti pour voir ce qui se passait et j'ai remarqué qu'une famille emménageait dans l'appartement juste au-dessus du mien. J'ai décidé de participer au déménagement. Vous savez ce que c'est que d'accueillir de nouveaux voisins. Là, j'ai salué tout le monde, demandé d'où ils venaient et les ai accueillis, chaleureusement dans l'immeuble. Pendant le déménagement, j'ai remarqué qu'ils avaient 2 filles, une adolescente d'environ 15 ans et une autre plus jeune qui semblait avoir environ 10 ans. Cependant, cette jeune fille a attiré mon attention. Elle semblait très triste et avait des bleus sur le corps. J'étais inquiet, mais comme je ne les connaissais pas, j'ai préféré ne rien dire. Qui sait? Cela pourrait être une allergie. Cela s'est produit vers 8 heures du matin un samedi. Après avoir aidé au déménagement, j'ai dit au revoir et je suis retourné à mon appartement quelques heures plus tard. Quelques heures plus tard, j'ai entendu des pas lourds à l'étage, comme si quelqu'un courait. Je ne pensais pas que c'était spécial, mais ensuite les cris ont commencé. Au début, j'étais juste effrayé. Ce n'étaient pas des cris normaux, mais quelque chose qui me rappelait un film d'horreur. J'ai décidé d'appeler ma mère et de lui raconter ce qui se passait. Elle m'a conseillé de rester silencieuse dans l'appartement et de ne pas m'en mêler, car nous ne savions pas ce qui se passait vraiment. Pour couronner le tout, elle m'a prévenu que je ne pourrais pas dormir à la maison cette nuit-là, parce que j'allais devoir passer la nuit chez ma belle-mère, me laissant seul. J'ai obéi à ma mère et je suis resté dans mon coin, mais la nuit, les cris sont revenus plus intenses. Ils ne venaient pas d'une seule personne. On aurait dit que 3 personnes hurlaient à l'étage. J'étais paralysé, pensant « Oh mon Dieu, je devrais monter voir ce qui se passe. Que faire ?» J'ai décidé de monter un peu pour mieux entendre. Là-haut, on aurait dit que quelqu'un suppliait qu'on ne lui fasse pas de mal, qu'on le laisse tranquille. J'ai couru en bas. Je suis rentré dans mon appartement et j'ai rappelé ma mère pour lui raconter ce que je venais d'entendre. Elle a insisté. Je suis resté enfermé dans mon appartement et je n'ai rien fait cette nuit-là. Ça m'a semblé une éternité. J'ai passé des heures à entendre des pas et des cris. C'était horrible. Le lendemain, je me suis réveillé avec ma mère ouvrant la porte de ma chambre et me demandant si j'allais bien. Elle m'a dit que mon beau-père était monté vérifier l'appartement à l'étage pour voir si tout allait bien, mais quand il est revenu, il a dit qu'il n'y avait personne, pas une âme, juste un papier sur la porte indiquant que l'appartement était à louer. Il n'y avait pas de meubles. Rien, je n'y croyais pas. J'ai couru là-bas, jusqu'à vérifier de mes propres yeux quand je suis arrivé là-bas. Il n'y avait rien et aucun signe que quelqu'un n'ait vécu là-bas. Je suis retourné voir ma mère en insistant sur le fait que c'était vrai que je ne plaisantais pas. J'ai aidé ces gens à déménager. J'ai entendu les cris. Alors que s'est-il réellement passé depuis cette nuit-là de temps en temps? J'entends encore des cris venant d'en haut, y compris des appels à l'aide. Mais maintenant, je ferme les yeux et je fais comme si de rien n'était. J'essaye de l'ignorer. Se pourrait-il que j'ai aidé à déplacer une famille fantôme? Si quelqu'un a une explication ou en a déjà vécu une expérience similaire, laissez-le dans les commentaires. Et si vous avez aimé ce rapport, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et activez les actions. Eh bien, nous ne faisons que commencer. Passons à la suite. Musique. Je n'avais que 6 ans quand c'est arrivé, mais le souvenir est si vif dans mon esprit, comme si c'était arrivé hier. Ma voisine et amie, Isabella, qui à l'époque avait 5 ans, a reçu une poupée de chiffon en cadeau d'un autre voisin. Je me souviens parfaitement de cette poupée depuis le moment où Isabella a gagné cette poupée. Quelque chose d'étrange a commencé à se produire. Elle commença à tomber malade et, partout où elle allait, elle emportait la poupée avec elle. Le comportement d'Isabella changea également. Elle devint agressive et ne laissa en aucun cas sa mère lui prendre la poupée ni l'attendre quelque part. C'était comme si la poupée était une extension d'elle-même, quelque chose dont elle ne pouvait se séparer. Mais le plus perturbant, c'étaient les cauchemars. Isabella commença à faire des rêves terribles, toujours avec la poupée.
Sa mère était inquiète. Une nuit, elle fit un rêve effrayant. La poupée tuait sa fille. Ce cauchemar fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Elle décida qu'il fallait se débarrasser de la poupée. Poupée une fois pour toutes, puis j'ai attendu qu'Isabella s'endorme et j'ai soigneusement retiré la poupée de ses bras. J'ai décidé d'aller dans l'arrière-cour pour brûler la poupée. J'étais là, à tout regarder avec un mélange de curiosité et de peur. La mère d'Isabella a trempé la poupée dans de l'alcool et a essayé d'allumer le feu, mais, à notre grande surprise, la poupée n'a tout simplement pas brûlé. Le feu a léché l'alcool, mais la poupée est restée intacte, comme si elle était immunisée contre les flammes. Nous avons attendu que le feu s'éteigne, et il y avait la poupée. Mouillée mais intacte, c'était une poupée de chiffon à l'exception des yeux, qui étaient en acrylique désespéré. Nous avons décidé de prier. Nous avons récité une prière fervente pour que le mal qui habitait cette poupée disparaisse. Puis nous avons aspergé la poupée d'alcool et, cette fois, lorsque nous avons allumé le feu, elle a enfin commencé à brûler. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est que même en brûlant, ses yeux semblaient brûler de l'intérieur. C'était un spectacle que je n'oublierai jamais. À ce moment-là, le frère du voisin qui avait donné la poupée s'est réveillé en poussant un cri terrifiant. Le son était si fort et désespéré que je me souviens encore, aujourd'hui, de la terreur qui m'a parcouru. Je me demandais ce que le voisin avait fait. J'avais mis quelque chose de sombre dans cette poupée et elle est retournée à sa famille lorsque la poupée a été détruite. Malheureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite. Isabella s'est rétablie. Probablement oui, mais cela m'a laissé une profonde méfiance envers certains cadeaux. Il est toujours bon de faire attention à ce qui entre dans nos maisons, n'est-ce pas? Musique. Même l'année dernière, après une première année heureuse à vivre seul dans un nouvel appartement, et pour la première fois, un homme a emménagé à côté. Je n'oublierai jamais que l'agencement de l'appartement est crucial pour comprendre cet incident. J'ai donc fait un petit schéma du plan d'étage, pris de la chose la plus proche, que j'ai pu trouver en ligne et éditer plus importante encore. Mon balcon et le sien ne sont que partiellement séparés par un mur, et il y a un espace solide de 2 pieds que vous pouvez facilement parcourir de l'un à l'autre. Pour le contexte auparavant, j'avais une femme très recluse vivant à côté pendant toute la première année où j'étais là, et elle n'a jamais franchi le seuil du balcon sans y être explicitement invitée. Je mentionne seulement cela pour que vous compreniez que je n'étais pas auparavant préoccupé par l'entrée de quelqu'un infiltrer mon espace. La première fois que j'ai rencontré ce nouveau voisin, il déchargeait les courses de son énorme camion à l'endroit désigné à côté du mien. Quand je me suis arrêté, lui et une fille que je pensais être sa petite amie déchargèrent des cartons de ces sticks. Je les ai vus parler et dès que je suis sorti de la voiture, ils se sont calmés. Je leur ai fait signe, je suis allé à l'ascenseur et le gars a couru après moi à jeter des cartons et m'a supplié d'attendre. Pas de problème, je suis un bon voisin. Pendant que nous étions dans la petite amie de l'ascenseur a refusé de me regarder dans les yeux ou de me parler. Un peu bizarrement, mais je pensais qu'elle était timide. Mais il s'est présenté rapidement et était extrêmement bavard. Dans les 45 secondes et qu'il a fallu à l'ascenseur pour arriver à l'étage où se trouvent nos appartements, il m'a demandé si j'aimais d'où je venais et où je travaillais. En y repensant, son enthousiasme était un peu bizarre. Mais je l'ai mis sur le compte de son excitation d'être dans un nouvel endroit pour le reste de l'histoire. Appelons-le Tony. Tony avait environ 33 ans. Un corps mince et musclé et des cheveux très courts, presque rasés comme s'il devenait chauve. De toute évidence, il avait une apparence assez moyenne. Les premières semaines, nous nous rencontrions souvent et il discutait, toujours de choses banales, et m'appelait toujours mademoiselle. Je pense que c'était parce qu'il avait oublié mon nom, mais qu'il voulait être poli. Je vois rarement sa petite amie après la première nuit, mais de temps en temps, je peux l'entendre parler à une femme dans son appartement. Puisque les murs sont assez bien une nuit, environ 35 mois, après que Tony ait emménagé, mon petit ami passait la nuit, et nous regardions des films sur le canapé. Il était environ 23h30, le dossier du canapé était contre le mur que je partage avec Tony, et nous avons entendu des bruits de coups. Ma première pensée
était que lui et sa petite amie devaient s'amuser. Mon petit ami et moi avons ri, et avons augmenté un peu le volume pour étouffer, puis en plus des coups. Les voisins ont commencé à crier, nous pouvions entendre des objets être jetés du verre brisant. Les mots, ils étaient étouffés, mais il y avait clairement de la colère et des pleurs, mon petit ami. Courageux comme il est allé sur le balcon, se marre et à plein poumon a crié « Est-ce que tout va bien là-dedans ?» Tony, la fille, a ouvert la porte coulissante du côté de Tony, 1 minute ou 2 plus tard et s'est excusé pour ça, alors nous avons laissé tomber. J'étais inquiète, mais nous n'avions aucune idée de ce qui s'était réellement passé et avons décidé d'aller dormir. Grosse erreur. Je sais que je me suis réveillé vers 3 heures du matin avec plus de cris, mais mon petit ami a refusé de se réveiller, et je n'allais pas prendre mon moi de 1,50 mètres. Pour arrêter ce qui se passait, à 3 heures du matin, j'ai pensé appeler la police, mais j'étais tellement fatigué que je me suis convaincu que j'avais rêvé. J'ai profondément regretté cette décision. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une terrible nouvelle personnelle, la mort d'un ami, sans aucun rapport, et j'ai mis les événements de cette nuit-là en veilleuse. Je n'ai pas oublié, mais je n'y pensais pas non plus. Avance rapide de quelques semaines, il faisait chaud, et j'étais dehors en train de lire un livre de Rob. J'étais en soutien-gorge et en short. Une chaise avec le dos tourné vers l'appartement de Tony, donc je ne pouvais pas voir son côté d'où je me tenais. J'étais plongé dans mon livre quand soudain, quelqu'un m'a tapoté sur l'épaule. Tony se tenait derrière moi et m'a demandé si nous pouvions parler 1 seconde. Cet homme avait déjà franchi une ligne invisible en venant de mon côté du balcon, mais il ne pouvait pas non plus atteindre ma porte sans le repousser physiquement. J'ai demandé ce qui se passait et il m'a dit que c'était son anniversaire et m'a demandé si je savais où en trouver un. De la marijuana parce qu'elle semblait être une fille qui sait s'amuser. Nous vivons dans un état où c'est légal. J'ai dit que je n'en avais pas. Et je suis sûr que Google vous donnerait le meilleur magasin de cannabis du coin, mais personnellement, je n'en avais pas. Il continue en me disant à quel point il était ivre la nuit précédente, et à ce stade, j'ai hâte de sortir. Alors, je commence à bouger pour indiquer que j'en ai fini avec la conversation. Il tend la main vers mon épaule et me dit qu'il a heurté. Rayé ma voiture la nuit précédente parce qu'il était très ivre. Je me souviens de son gros camion. Il dit tout ça avec un sourire aux lèvres, presque en riant. Je suis choqué, mais surtout, j'ai envie de m'éloigner de lui, car je commence à avoir peur et je ne veux pas lui exploser au visage pour avoir percuté ma voiture. Il dit qu'il m'enverra ses coordonnées d'assurance si je lui donne mon numéro, et heureusement, je savais que ce serait une mauvaise idée. Je fais une blague nerveuse sur le fait que je sais où il habite. Et je lui dis que les dégâts étaient suffisamment importants pour que je frappe à sa porte, pour obtenir ses coordonnées d'assurance. Il me répond qu'il laissera un mot avec ses coordonnées sur ma porte. Je sors mon Porsche tout en disant que je préférerais qu'il me paye simplement en espèces et ne pas impliquer l'assurance. Je lui ai donné 1 heure environ, puis je suis descendu pour évaluer les dégâts. J'ai fait cela parce que je ne voulais pas descendre en même temps que lui est risqué. Qu'il me suive comme prévu. Il y a 2 nouvelles longues rayures sur la portière côté conducteur. Elles ne sont pas profondes, juste superficielles. Elles ne méritent pas un appel d'assurance tout de suite. Je ne voulais vraiment pas m'impliquer avec lui de quelque façon que ce soit. Alors j'ai décidé que je pouvais m'occuper des rayures, mais ce petit événement m'a un peu secoué à ce moment-là. Je savais que quelque chose n'allait pas. J'avais raison avec lui, rien d'inhabituel ne s'est produit. Pour autant que je sache cette nuit-là, le lendemain était samedi, et comme je devais travailler le lendemain, j'étais seul à la maison, en train de regarder un film d'action vers 23 heures. J'étais sur le canapé avec mon chat recroquevillé sur moi, et le film était à un volume relativement fort. Donc il m'a fallu un certain temps pour remarquer une forte détonation venant du couloir de mon immeuble. Honnêtement, je l'ai seulement remarqué parce que mon chat s'est réveillé tout hérissé et effrayé. J'ai baissé le volume du film et soudain, les détonations sont devenues de plus en plus fortes. Et dès que je me suis levé, j'ai entendu 5 mots que personne ne veut entendre à sa porte. « Ouvre, c'est la police !» Mon estomac s'est serré. J'avais menti à Tony la veille.
En fait, j'avais de l'herbe sur moi et j'avais fumé un joint sur le chien. Dans la partie la plus éloignée de Tony, peut-être 20 minutes avant. Je suis en panique totale, défoncé comme un cerf-volant, et j'essaye de contrôler ma respiration pour ne pas avoir l'air suspect, immédiatement avant d'ouvrir la porte. Avant de répondre, je me souviens avoir regardé à travers le judas pour voir un gros plan du visage d'un policier, puis avoir ouvert la porte pour me retrouver face à face. Le visage avec 6 officiers, tous avec des armes à la main. Une demi-seconde, après avoir failli me pisser dessus, et la peur me convainc. Toujours que d'une manière ou d'une autre, j'ai des ennuis pour avoir fumé. Un joint l'officier qui semble être en charge voit instantanément mon niveau de panique et dit « Madame, vous n'avez pas d'ennui. Nous devons vous parler de votre voisin, pouvons-nous entrer à ce stade ?» Je suis désorienté et tout mon être est tendu. J'ai laissé entrer les officiers, mais mon cœur n'est toujours pas sorti de ma gorge. L'officier principal me demande s'il y a eu un hunter avec Tony. Je leur dis que je le connais à peine, qu'il habite juste à côté et qu'il a emménagé il y a quelques mois. Je demande, parce qu'ils ont besoin d'être dans mon appartement. J'ai peur, mais je ne m'entends généralement pas avec les policiers. Et j'ai le droit de savoir, car 6 d'entre eux ont pratiquement pointé leurs armes sur moi. L'agent principal me dit ensuite que Tony est un sale type, qui aurait agressé sa petite amie si violemment la veille qu'elle est maintenant en soins intensifs. On me dit aussi que Tony avait une arme et s'était barricadé dans l'appartement à côté du mien. Ils ont dit qu'ils avaient parlé au gestionnaire de l'immeuble et savaient que mon appartement avait accès à son balcon et qu'ils devaient l'utiliser. Puis ils m'ont demandé d'aller dans la chambre, de fermer les portes et d'éteindre les lumières. Les 30 à 45 minutes suivantes ont été une véritable torture dans ma panique. J'ai laissé mon téléphone portable sur le comptoir de la cuisine et j'ai dû m'asseoir seul dans ma chambre à écouter le tumulte. Il n'y a jamais eu de coup de feu, mais il y avait beaucoup de cris et ceux qui ressemblaient à des objets jetés. Finalement, après quoi il m'a semblé que cela faisait une éternité que l'officier principal a frappé à ma porte et m'a dit que Tony avait été arrêté et m'a remercié de les avoir laissés utiliser mon appartement. Ils m'ont posé plus de questions pendant environ 15 minutes et sont partis. J'aurais aimé que ce soit la partie où l'histoire se termine, mais il y a un peu plus dans les jours qui ont suivi l'arrestation de Tony. Je suis devenu encore plus nerveux à l'idée de son retour à l'immeuble, inquiet d'éventuelles représailles. Je n'ai rien dit à la police qui l'incrimine techniquement de quoi que ce soit, sauf ma parole selon laquelle c'était lui qui... J'ai rayé ma voiture, mais je lui ai parlé de la nuit où mon petit ami et moi les avons entendus se disputer environ 5 jours plus tard. Tony est réapparu dans l'immeuble alors que je rentrais du travail un après-midi. Il a essayé de m'approcher, mais l'ascenseur s'est fermé juste au moment où il courait pour le rattraper. Tout mon corps s'est tendu, comme la sensation que l'on ressent lorsqu'on est sur le point d'avoir un accident de voiture, mais qu'on l'évite de justesse. Je suis resté complètement hors de mon balcon à partir de ce moment-là et j'ai toujours gardé les rideaux fermés. Nous ne nous sommes pas parlé ni vus du tout pendant quelques semaines de plus. Et puis nous avons eu notre dernière interaction. Tony m'a arrêté dans le parking, une nuit en courant derrière. Moi, alors que j'étais sur le point de monter dans l'ascenseur, il m'a supplié de lui dire pourquoi j'avais laissé entrer la police. Cette nuit-là, je lui ai dit l'honnête vérité que j'étais défoncé. Je ne savais pas quoi faire. Et j'avais un mauvais passé avec la police. Tout cela est vrai. Et encore une fois, j'avais peur qu'il essaie de se venger. Alors il s'est énervé et a continué, a essayé de répéter la question, voulant évidemment une réponse différente quand je ne pouvais pas lui en donner. Il a proposé de me la donner 3000 $ pour témoigner en sa faveur en tant que témoin de moralité, parce qu'il savait et comprenait comment il traitait réellement les femmes. J'étais sans voix et très effrayé. Il a dit que son audience était le jeudi matin suivant et m'a demandé si je pouvais y assister. Je suis resté comme une servante paralysée devant les headlights pendant un moment et j'ai réussi à sortir de là après avoir balbutié un tas de mots qui étaient probablement incohérents le mercredi, soir avant ce procès. Je suis rentré du travail et mon chat agissait un peu étrange.
comme si quelque chose l'avait effrayé récemment, et que sa queue était complètement levée. J'ai secoué la tête, mais j'ai remarqué à travers les rideaux qu'il y avait quelque chose de scotché à l'extérieur de ma porte, coulissant en verre. Apparemment, Tony avait laissé une note avec son numéro de téléphone et son nom, et en dessous, il était écrit que je compte sur toi. Inutile de dire que je ne me suis jamais présenté. J'ai pris une photo du panneau. J'ai attrapé mon chat. J'ai verrouillé toutes mes portes et je suis allé chez ma mère pendant quelques jours. Après cela, j'ai appelé la police, les a informés qu'il était revenu sur mon porche, mais ils n'ont jamais donné suite. Finalement, mon petit ami est venu et nous sommes retournés chez moi ensemble et tout était comme prévu. Je ne l'ai plus jamais revu, mais quelques semaines plus tard, une femme que je n'avais jamais vue auparavant nettoyait son appartement. Peut-être qu'un mois plus tard, de nouvelles personnes ont emménagé et les choses sont redevenues normales depuis. J'ai appelé la prison du comté pour voir s'il était de nouveau en prison, mais personne n'a pu me donner d'informations. J'espère que cela signifie qu'il est là s'il a fait ce que la police a dit qu'il avait fait. Quant à Tony, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé, mais mon plus grand regret est de ne pas avoir appelé la police quand j'aurais dû le faire. Et j'espère ne plus jamais le revoir quand la musique sortira. Cela s'est passé il y a environ 1 an, et il y avait tellement de facteurs contre moi, cette nuit-là, que je suis toujours étonné d'avoir réussi à m'en sortir, au moins physiquement, alors que j'étais dans l'appartement d'un ami qui vit dans un quartier très dangereux de la ville. Dans une série de mauvaises décisions, cette nuit-là, j'ai décidé de me saouler et de prendre des pilules. Je ne sais pas ce que je sais, cela semble irresponsable et c'est vrai. C'était après une nuit intense de fête, vers 4 heures du matin. J'étais loin d'être dans mon état normal. Mon cerveau engourdi a décidé qu'au lieu de rester dans l'appartement de mon ami, comme je le ferais normalement, je devrais retourner dans mon propre appartement. L'immeuble où vit mon ami avait 2 entrées et sorties séparées. Une dans le parking arrière, qui était mal éclairée, et une autre qui donnait sur la rue. Il y avait 2 jeux de clés pour chaque porte, et je n'avais que les clés de la porte arrière comme Uber arriverait évidemment dans la rue, et la porte d'entrée du bâtiment se fermerait automatiquement. Je suis sorti par cette porte, alors que le chauffeur était sur le point d'arriver. Je me souviens de ce moment-là. Je me suis rendu compte que j'avais l'air d'une cible extrêmement vulnérable. Je suis une femme petite et mince d'une 20aine d'années, et je pouvais à peine me tenir debout. Je m'appuyais sur un lampadaire, mais je ne le faisais même pas correctement. La lumière était comme un phare qui attirait les prédateurs, les invitant pratiquement à se rapprocher. Je ne faisais pas attention à mon environnement, même avec un trou de balle visible dans la porte d'entrée. Devant l'endroit où je venais de partir, ce n'était évidemment pas bon signe. Je me souviens avoir vérifié la voiture qui allait me prendre, et j'ai seulement remarqué que c'était une berline noire peu de temps après être parti. La berline noire s'est arrêtée sur le trottoir et a commencé à baisser les vitres. Je me suis approché avant même que l'homme ne parle. J'ai senti que quelque chose n'allait pas. Il avait une expression qui semblait me déshabiller avec ses yeux après avoir vu ce regard. Le mot prédateur a pris un nouveau sens pour moi, parce qu'à ce moment, j'ai compris ce que c'était que d'être une proie. En gros, il a grogné. « Je suis à toi, chauffeur Uber. » C'était le 2e drapeau rouge qui a réussi à me traverser. L'esprit à ce moment-là, normalement, les chauffeurs Uber baissent simplement la fenêtre et disent leur nom ou une variante de celui-ci, mais ils mentionnent toujours leur nom. Je pense que je l'ai regardé pendant une seconde, pendant que mon cerveau essayait lentement de traiter la situation dans laquelle je me trouvais. Et puis, je lui ai demandé quel était mon nom. Il s'est immédiatement mis en colère et a commencé à crier qu'il n'avait pas le temps. Pour ça, est-ce que je devrais juste monter dans la voiture entre-temps? D'autres choses, je ne me suis jamais senti aussi perturbé de toute ma vie. J'étais complètement terrifié, évidemment, ce n'était pas mon Uber. J'ai rapidement vérifié la plaque d'immatriculation et j'ai immédiatement réalisé qu'elle ne correspondait pas. Pendant ce temps, l'homme continuait à me crier dessus, et je n'avais aucune idée de ce que je devais faire si je courais dans n'importe quelle direction. Il pourrait facilement m'attraper, ou pire encore, peut-être qu'il était
Armé à ce moment-là, j'étais presque sûr que s'il essayait de draguer une fille au hasard dans la rue, il avait probablement une sorte d'arme courir jusqu'à la porte depuis l'appartement derrière moi. Ce n'était pas envisageable, car il se fermait automatiquement, et je n'avais ni les clés, ni le temps de le déverrouiller. Courir vers la porte de derrière ne servirait à rien non plus, car elle se trouvait juste à l'entrée de l'allée menant au parking. Et, encore une fois, il me faudrait du temps pour trouver les bonnes clés et entrer. Si je criais, je n'étais pas vraiment dans un quartier où l'on se prendrait pour un héros. Et j'entendais encore la musique, provenant du 3e étage de l'appartement de mon ami, et je savais qu'il ne m'entendrait pas. De plus, il était tard et je ne savais pas. Il n'y avait absolument personne. On parlait beaucoup de se battre ou de fuir, mais je me sentais incapable de faire ni l'un ni l'autre. C'était la pire sensation que j'ai jamais éprouvée. Tout en moi voulait fuir, mais je sentais que si je le faisais, ce serait la fin. Mais en même temps, si je restais planté là, abasourdi, à fixer l'homme qui hurlait, le résultat serait le même. Entre le moment où il a commencé à me crier dessus et cet instant, je pense qu'il ne s'était écoulé qu'une vingtaine de secondes. Juste au moment où il semblait sur le point de sortir de la voiture, une autre berline noire s'est arrêtée juste derrière. J'ai vérifié la plaque d'immatriculation aussi vite que possible et j'ai réalisé que c'était mon vrai Uber. J'ai couru vers la voiture, à seulement 6 pas en réalité, et j'ai sauté dedans en criant à mon vrai chauffeur. Comment je m'appelle ?» Le pauvre homme avait l'air terrifié, mais a rapidement répondu en disant mon nom. « Ah, quoi j'ai dit, sortez-moi d'ici. » Cet homme essaye de me kidnapper. À sa place, je pense que j'aurais été sous le choc, mais il a réagi incroyablement vite et a filé. Il a proposé d'appeler la police pour moi, ce que j'ai refusé. Et maintenant, je le regrette plus tard. Il m'a accompagné jusqu'à la porte de mon appartement, en s'assurant que j'entre en toute sécurité. C'était vraiment un être humain incroyable. Vous pouvez parier qu'il a eu le pourboire le plus rapide que mon compte bancaire universitaire me permettait, même s'il méritait bien plus. Bonne nuit à tous. Je m'appelle Rodrigo, et ce que je vais vous raconter ici est arrivé à ma mère dans les années 90, plus précisément vers 1991. Ma mère, que j'appellerai Carolina, vivait dans un village du quartier de Tijuca. À cette époque, elle était mariée à son premier mari, Paulo, avec qui elle avait eu mon frère Douglas, s'entendait toujours bien avec les voisins. Mais un événement a changé la vie de tous les habitants du village. Il y avait un voisin nommé Breno. Il semblait heureux et détendu. Il traitait tout le monde avec gentillesse, mais à la maison, c'était un véritable démon pour sa femme, lui. Il se disputait constamment et Breno n'hésitait pas à l'attaquer. De la maison de ma mère, en face de la leur, on entendait tout. Breno et lui avaient 3 jeunes enfants, 2 filles et un garçon. Lui dépendait beaucoup des revenus de sa femme, Marie, qui travaillait comme femme de ménage dans un immeuble résidentiel. L'une des pires choses dont ma mère a été témoin, c'est quand lui, enceinte de son 2e enfant à environ 6 mois de gestation, a eu son abdomen frappé par Breno, avec un espé cassé dans un accès de rage, quand elle avait 8 mois peur d'un autre coup, lui a été obligé de sauter par-dessus un mur à travers la fenêtre pour échapper à la violence même avec son énorme ventre, lui a vécu malade, stressé et bouleversé, et a même été admis à l'hôpital plusieurs fois, un jour quand les enfants étaient déjà un peu plus grands. Breno, il y en avait un autre. Un voisin a entendu ses appels à l'aide et a réussi à le retenir, permettant à lui de courir se cacher chez ma mère, qui, rappelons-le, était en face de la sienne. Après cet épisode, lui a finalement pris son courage à 2 mains et s'est séparé de Breno. Il est allé vivre à son travail, relativement proche du village. Lui s'est retrouvé seul à la maison avec ses 3 enfants. Tout semblait aller bien pendant un temps. Cependant, ils ont commencé à faire face à de graves problèmes financiers, inquiets pour leurs enfants, déjà en difficulté. Au bord de la famine, lui se rendit dans le Minas Gerais, où vivait sa mère, et laissa les enfants à leur grand-mère. Puis, il retourna à Rio et rencontra Thiago, avec qui il commença à vivre. Avec le temps, sa situation financière s'améliora. Lui décida alors de retourner dans le Minas Gerais pour retrouver ses enfants. Détail important,
Thiago était le cousin de Breno, mais lui l'ignorait. À l'époque, un voisin découvrit cette liaison et se mit à colporter des ragots dans l'immeuble où travaillait Breno, inventant que la nouvelle compagne de lui maltraitait ses enfants, ce qui était un mensonge éhonté. Furieux, Breno commença à... Il envoyait des messages menaçants à lui, affirmant qu'il savait tout et promettant de décapiter Thiago et de la frapper. Ces menaces durèrent des mois. Un jour, ma mère, Paolo, mon frère, Douglas et Breno étaient dans un bar, buvant et discutant. C'était une nuit de pleine lune, et les deux hommes, déjà ivres, n'arrêtaient pas de parler des menaces de Breno. Il expliquait comment il allait tuer Thiago en lui coupant la tête, entre autres atrocités. Tard dans la matinée, ma mère, Paolo et Douglas rentrèrent chez eux, tandis que Breno se rendait à l'immeuble où il vivait et travaillait. Cette nuit-là, au lieu de s'endormir directement, Breno arriva à l'immeuble où il travaillait et se mit à faire les 100 pas, harcelant le portier tout en buvant de plus en plus. Il répétait sans cesse « Je vais tuer ce type et lui servir sa tête ». C'est le portier lui-même qui en parla à ma mère, Carolina. Quelque temps plus tard, le jour se leva et, vers 1 heure de l'après-midi, Breno apparut au village, trébuchant, un couteau à la main. Il demanda qu'on appelle Thiago. Quelques minutes plus tard, Thiago apparut et dès que Breno le vit, il courut vers lui, le couteau à la main. Thiago tenta d'esquiver et demanda à Breno de se calmer, mais Breno n'entendit rien et tenta de le poignarder à nouveau avec son couteau. Thiago tenta de s'enfuir vers la rue, mais le sol était glissant car il venait de finir de laver du linge à proximité. Il glissa sur la mousse et tomba sur le dos. C'était l'occasion qu'attendait Breno. Il se jeta sur Thiago, le couteau à la main, lui infligeant quelques coupures, mais Thiago réussit à attraper le poignet de Breno avant que le pire n'arrive. Malgré cela, Thiago était déjà couvert de sang, lorsque soudain Yuri, un autre voisin, arriva avec une arme à feu à la main. Menig Yuri a appelé Breno par son nom, et à ce moment-là, il a tiré le premier coup qui a touché le front de Breno, et le second qui a effleuré... Thiago, puis Yuri, a tiré 4 autres fois, touchant Breno en plein dans le mille. Breno est tombé face contre terre ensanglanté, avec le couteau à côté de son corps. C'est à ce moment-là que la fille aînée de Breno est arrivée de l'école et malgré la tentative d'un voisin de l'arrêter, elle a quand même vu cette scène horrifiée. La femme de lui, Breno, s'en fichait de lui et a couru vers Thiago en pleurant. Le corps de Breno est resté là, au milieu du village. Ensanglanté de l'après-midi jusqu'à 19 heures, les journalistes prenaient des photos et filmaient tout. Puis ils sont venus chercher le corps. Carolina, enfermée depuis le début, terrifiée par la situation, a pris peur à l'arrivée de son mari et a commencé à se moquer de sa peur. Il a pris 2 bananes dans la cuisine et, d'un geste fort, a dit « Dis donc Breno, une pour moi et l'autre pour toi ». Carolina s'est plainte, lui demandant d'arrêter, déjà horrifié par tout cela. Il ne s'est pas arrêté là. Il a même fait une remarque sur la raideur de ses jambes. Breno, quand il a aidé l'équipe médicale à soulever le cadavre, c'est à ce moment-là que la partie surnaturelle a commencé exactement 1 semaine plus tard. Carolina a rêvé de Breno dans le rêve. Il était assis sur une chaise, avec la tête baissée, serrant ses 3 enfants dans ses bras avec une expression triste. La nuit suivante, elle a fait exactement le même rêve. Breno, avec la tête baissée, et une expression triste serrant ses 3 enfants dans ses bras. La nuit suivante, presque en s'endormant, elle a commencé à entendre des pas et a soudainement vu Breno marcher d'un côté à l'autre à l'intérieur de la pièce. À ce moment-là, elle s'est figée et a juste regardé Breno marcher d'un côté, à l'autre toujours avec la tête baissée et les mains derrière le dos, exactement comme il l'avait fait la veille de sa mort soudain. Il sembla remarquer le regard de Carolina. Breno tourna son visage vers elle et se rapprocha, jusqu'à ce qu'il la touche, comme s'il essayait de lui piquer la côte droite. Elle sentit parfaitement ce contact qui gela complètement la région. La faisant frissonner après cela, il disparut simplement cette nuit-là. Carolina ne pouvait plus dormir même avec son mari à ses côtés. Ce n'est qu'après l'aube qu'elle reprit des forces pour le dire à voix haute. Il ne m'apparaîtra plus jamais, ou je ferai dire une messe à cette époque. Elle n'était pas très pratiquante, et n'est allée dire cette messe qu'1 an plus tard. Mais cela a fonctionné car Breno n'est plus jamais apparu.
ni comme un fantôme, ni dans un rêve. Aujourd'hui, à 72 ans, Carolina est une fervente catholique et dit que c'était la seule fois où elle a vu une apparition. Cependant, elle ressent toujours des sensations étranges et prétend avoir un don médiumnique. En 2012, une autre voisine, dont elle était très proche, est décédée de cause naturelle. Une semaine plus tard, elle a rêvé de lui, mais déjà effrayé par ce qui s'était passé, il s'est réveillé en disant « S'il te plaît, n'apparais plus dans mes rêves. Va en paix vers elle. » La solution pour trouver la paix avec ces âmes est toujours la prière et une messe célébrée en leur nom. Je ne sais pas si j'ai le don de voir les âmes comme ma mère, mais je vois constamment des silhouettes noires autour de moi, surtout chez moi. Je ressens aussi des présences au point de fermer les yeux et de savoir exactement où se trouve l'esprit, comme si je voyais clairement. Quand j'étais au lycée, c'était ma dernière année. Je mesurais 1,66 m mais pesais environ 40 kilos. J'étais dans le parc, près de chez moi, en attendant le bus scolaire. Normalement, mon petit ami, qui avait déjà obtenu son diplôme, m'emmenait à l'école. Mais il était occupé plus tard. J'ai découvert qu'il me trompait. Habituellement, il y avait des filles qui attendaient. Mais ce jour-là, j'étais seul. Alors, je me suis assise sur le banc, avec un écouteur allumé et l'autre éteint pour entendre ce qui se passait autour de moi. J'ai toujours été prudente quant à ce qui se passait. Autour de moi, pendant que j'attendais, j'ai vu une voiture noire s'approcher. Et j'ai immédiatement réalisé, je l'ai surveillée parce que je sentais que quelque chose n'allait pas. Je ne voulais pas paraître paranoïaque. Donc ce n'était pas évident que je regardais, mais après quelques minutes, 2 hommes costauds sont sortis. J'ai immédiatement envoyé un texto à mon petit ami en disant que j'étais au parc et que ces types me donnaient une mauvaise impression. Bien sûr, il n'a pas répondu. Lors, j'ai copié et collé le même message à mon cousin qui était à la maison. Je vis avec ma tante et mes 2 cousins qui se reposaient après le quart de nuit. Je voulais que quelqu'un connaisse la marque et la couleur de la voiture. De plus, il y avait 2 hommes, mais je ne l'ai pas compris. Pas de réponse quand ils sont sortis de la voiture, ils ont commencé à marcher vers moi. Alors, je me suis levé du siège et j'ai marché vers la rue parce que le bus était censé arriver à tout moment. Le chauffeur est arrivé un peu en retard. Alors que j'étais à côté de la rue, ces hommes se sont approchés de moi et j'ai pu sentir une énergie négative. L'un d'eux m'a salué pendant que l'autre me regardait fixement. J'ai juste souri légèrement et hoché la tête, puis j'ai détourné le regard. Le même gars, que j'appellerai numéro 1, m'a demandé quel âge. Je n'avais pas répondu. Je voyais bien que l'autre gars, le numéro 2, s'énervait parce que je n'entretenais pas la conversation. Le numéro 1 n'arrêtait pas de me poser des questions par oui ou par non, comme si j'avais un petit ami, si j'habitais à proximité, si je consommais de la drogue parce qu'ils en avaient, et si je voulais. Le numéro 2 m'a demandé si je savais ce qu'était le marché noir. J'ai senti un frisson me parcourir le corps. Le numéro 2, qui était resté silencieux tout le temps, a commencé à me dire qu'il revenait juste de Russie, mais la façon dont il l'a dit était aussi effrayante qu'intimidante. Je savais qu'il venait d'un autre pays, endroit parce qu'il avait un fort accent, mais je ne pouvais pas identifier d'où il venait. Ils m'ont dit d'aller à leur voiture parce qu'ils avaient de la drogue. Je leur ai dit non merci, croyez-moi. Je n'étais pas un saint à l'école, mais je n'étais pas stupide non plus. Je ne monterais jamais dans la voiture de quelqu'un. Je ne savais pas, alors numéro 1 m'a demandé si j'avais une voiture. J'ai dit non, et que le bus était sur le point d'arriver par miracle. Le bus a tourné au coin. Et les gars ont reculé. Ils s'approchaient lentement, tout en me posant des questions, mais avant, le bus est arrivé à destination. Le numéro 1 m'a tendu une carte et m'a dit qu'il avait un garage et que je pouvais l'appeler en cas de besoin. Il m'a même dit qu'il me donnerait une voiture gratuitement. La voiture avait l'air suspecte et je ne voulais pas la prendre, mais je savais que j'avais besoin de ce numéro pour la signaler. Alors je l'ai prise et ils sont partis rapidement. Finalement, le bus s'est arrêté et m'a pris. Dès que je suis monté, j'ai pleuré et j'ai fait une dépression nerveuse. C'était comme si toute l'adrénaline me maintenait en alerte. Les hommes sont arrivés dès que j'ai été en sécurité. Mon corps et mon esprit ont cédé, heureusement. Il n'y avait personne dans le bus.
Alors il m'a calmé avant de partir. Je lui ai expliqué ce qui s'était passé. Lorsqu'il a cherché la voiture du regard, ils étaient déjà partis. Il a dit les avoir vus près de moi, mais il pensait que je les connaissais tellement, ils étaient proches. Le chauffeur a appelé le centre pour signaler l'incident. Il a arrêté l'école et a récupéré tous les autres élèves. Arrivé à l'école, il m'a emmené au bureau du directeur. J'étais terrifié à l'idée d'être là. Seul et le principal part, tout comme la sécurité du campus. Ils ont été très gentils avec moi lorsqu'ils m'ont emmené au bureau du principal. Ils étaient tous les deux des hommes, et ils ont commencé à me poser des questions sur les hommes, la voiture et les questions que les gars m'ont posées. J'ai pleuré tout le temps. Alors, j'ai sorti la carte qu'ils m'ont donnée et je l'ai donnée au principal. Il a regardé l'agent de sécurité et a dit qu'il appellerait et prétendrait être mon père. Ce qu'il a fait. Le téléphone était sur haut-parleur et le numéro 1 a répondu. J'ai reconnu sa voix comme si elle était gravée dans mon esprit. Difficulté à ne pas avoir une crise de panique. Le directeur a demandé au gars s'il pouvait obtenir une voiture à un bon prix et le gars a essayé de faire l'idiot. Le directeur a dit que c'était sa fille, je veux dire. Je lui avais donné la carte et dès qu'il a dit ça, le gars a raccroché. Ils ont essayé de rappeler, mais le téléphone était raccroché finalement. Le directeur et le gardien de sécurité ont montré un changement d'attitude. Dès que le téléphone a cliqué, le gardien de sécurité a pris son téléphone et a appelé la police pour qu'elle vienne à l'école. C'était comme s'ils, finalement, ils ont su que c'était réel. Comme si mon histoire folle n'était pas inventée. Le directeur s'est excusé auprès de l'agent de sécurité et ils ont parlé pendant 1 minute. Dans le couloir, j'ai pu entendre tout ce qu'il disait. Elle a de la chance d'être en vie. C'est sérieux, nous devons appeler ses parents pour qu'ils viennent la chercher. Quand ils sont arrivés, la police est entrée dans la pièce où j'étais et m'a demandé de raconter à nouveau l'histoire devant le directeur et l'agent de sécurité. J'avais l'impression qu'ils voulaient voir si j'étais complètement honnête. Alors je leur ai tout dit. Les agents ont été francs avec moi et ont dit qu'ils avaient l'impression de nous surveiller. File dans ce parc. Parce qu'ils ont choisi le seul jour où l'une de nous était seule, ils ont aussi dit que la carte était utilisée comme appât pour m'amener où ils voulaient. Je me sentais malade comme si je ne pouvais pas respirer. L'école a appelé ma tante, mais elle n'a pas répondu. La seule personne qui a répondu en premier était mon petit ami. Un des officiers lui a parlé, tandis que l'autre a finalement réussi à entrer en contact avec ma tante. Mon petit ami a fini par venir me chercher sur le chemin. Quand je suis arrivé, ma grand-mère, oncle, tante-mère et cousins, ils étaient tous dehors, les femmes. Et les hommes étaient en colère, mais inquiets pour moi. 1 semaine plus tard, une autre fille d'un lycée local non loin du parc a été sauvée par d'autres étudiants. 2 gars essayaient de la traîner jusqu'à une voiture noire, mais les autres étudiants l'ont attrapée et l'ont sortie de la voiture. Le directeur m'a appelé dans son bureau, et c'est ainsi que j'ai découvert que les mêmes policiers étaient là aussi, et ils m'ont demandé d'identifier les 2 gars dans une séance photo. Je les ai identifiés immédiatement. Ils ont été attrapés. C'étaient bien les mêmes gars qui avaient essayé d'emmener la fille. Une étudiante de première année, je me suis senti inquiet. Pour elle, et triste qu'elle ait dû traverser quelque chose de pire que moi, et je me suis senti presque libre à nouveau, toujours effrayé, mais ne regardant pas par-dessus mon épaule aussi. Souvent, je ne pouvais pas croire qu'ils les avaient attrapés. Après ça, ma famille s'est mobilisée pour m'emmener à l'école pour le reste de l'année. Mon ex-petite amie m'a également emmené pendant quelques jours. Je suis reconnaissant d'être en vie et en bonne santé, et je suis encore plus reconnaissant que la fille ait également été sauvée par les courageux élèves de son école. C'est un peu l'histoire après. Ces événements, je me suis senti plus en sécurité. Savoir que les coupables ont été arrêtés et bénéficié du soutien de ma famille et de mes amis m'a appris une leçon importante. Il est important d'être vigilant et de se fier à son instinct lorsque quelque chose cloche. Depuis, je suis plus prudent dans des situations similaires et j'ai partagé mon expérience avec d'autres personnes pour les sensibiliser à l'importance de la sécurité personnelle. Même si les souvenirs de ce jour-là me marquent encore,
Je suis reconnaissant d'en être sorti indemne et d'avoir pu contribuer à ce que justice soit faite. De l'autre fille, l'expérience m'a appris à valoriser encore plus la sécurité et la protection de ceux qui m'entourent, et à ne jamais sous-estimer l'importance d'être préparé à toute situation, potentiellement dangereuse. Bien que ce soit une période effrayante de ma vie, cela m'a aidé à grandir et à être plus conscient de mon environnement. Maintenant, je me concentre sur le fait d'avancer et de vivre ma vie de la meilleure façon possible en me rappelant toujours l'importance de la sécurité et de la vigilance à tout moment. Musique, il y a environ 3 mois, j'ai emménagé dans un appartement avec 2 autres femmes pour pouvoir étudier à l'université. Certains aspects rendent l'immeuble où nous vivons moins attrayant. Par exemple, la plupart des pièces donnent sur le couloir, où les gens du même étage passent constamment, entrant et sortant de l'immeuble. Ainsi, si vous laissez les fenêtres ouvertes, n'importe qui peut voir à l'intérieur. Cependant, étant donné que je passe la plupart de mon temps à l'université et que les filles avec qui je vis, en plus de la plupart des autres, ils sont vraiment cool, ces détails ne me dérangent pas tant que ça. Il y a quelques nuits, alors que je me préparais à aller me coucher, j'ai entendu de la musique quelque part, principalement des tubes pop des années 2000 comme « Nous vivons dans une ville étudiante, pleine de résidences étudiantes et de lacs ». Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. Il y avait probablement plusieurs fêtes en cours et le bruit provenait de l'une d'elles. Ou peut-être était-ce juste des amis en train d'écouter de la musique dans la rue. Je suis allé me coucher et j'ai mis une vidéo au hasard sur mon téléphone. Comme je le fais habituellement pour m'endormir, cependant, alors que je commençais à m'endormir, j'ai d'abord entendu des bruits de forage. Je pensais que j'étais juste somnolent et que j'entendais des choses ou peut-être que le son venait de mon téléphone. Mais j'ai mis la vidéo en pause et j'ai écouté attentivement. Il y avait certainement quelqu'un qui utilisait une perceuse quelque part à proximité. Je me suis levé et j'ai fait le tour de l'appartement en me sentant confus. Il était environ 23 heures, donc il n'y avait aucune raison pour que quelqu'un travaille à cette heure-là. Le bruit était le plus fort à la fenêtre de ma chambre. Alors je l'ai ouverte pour vérifier et j'ai vite réalisé qu'il venait de l'appartement d'à côté, le plus proche de ma fenêtre à ce moment-là. À ce moment-là, j'ai réalisé que la musique provenait aussi de là. Personne n'habitait dans cet appartement, ce qui n'a fait qu'accroître ma confusion. J'ai ensuite pensé que quelqu'un avait peut-être planifié le El Gallo, parlé au propriétaire et qu'il avait commandé quelque chose. Pourtant, le fait qu'il fasse ça si tard un jeudi me semblait vraiment étrange. J'ai essayé de me rendormir, mais le bruit persistait. J'ai parlé à un ami et j'ai fini par me plaindre de la situation en voyant des enregistrements, audio et même une vidéo, montrant la fenêtre d'où elle venait. Quand tout ce bruit s'est fait entendre, il m'a suggéré d'appeler la police, arguant que c'était inacceptable, surtout dans un immeuble rempli d'appartements. J'ai décidé de ne pas le faire, car mon seul désir était de me reposer et il était déjà minuit passé. J'ai fait de mon mieux pour dormir, malgré le bruit des perceuses, mais peu après 1h du matin, j'ai été réveillé à nouveau, cette fois par un bruit de marteau. Stressé mais pas encore au point d'agir, j'ai essayé de dormir une fois de plus, mais j'ai été réveillé à nouveau. Je n'ai même pas regardé l'heure. J'étais épuisé, alors je me suis mis à un hobby et j'ai décidé d'affronter la personne en question. La fenêtre de l'appartement était ouverte, alors j'ai choisi de parler à ces gens-là. La fenêtre était au-dessus de l'escalier. Il me faudrait donc descendre quelques marches pour être vu, ce qui me ferait paraître encore plus petit. Mais c'était bien la dernière chose à laquelle je pensais à ce moment-là. Dès que j'arrivais à la fenêtre, je sentis mon courage s'épuiser. Dans la pièce, il y avait 4 hommes, tous apparemment âgés de 30 à 40 ans, qui s'arrêtèrent pour me regarder. On n'entendait plus que la musique de la radio, ce qui, d'une certaine manière, cela rendait tout encore plus effrayant, car même si quelques secondes auparavant, je voulais que le bruit s'arrête. Je ne voulais pas être le centre d'attention de ces hommes. Quelque chose qui me dérangeait aussi, mais que je n'ai réalisé que le lendemain, était leur étrange choix de musique. C'était dérangeant de réaliser que des hommes d'âge moyen
écoutaient de la musique que les adolescents ou les préadolescents écoutent habituellement de toute façon. Aucun d'entre eux ne semblait surpris. En me voyant, ils avaient tous des expressions de ce qui se passait me rappelant la raison qui m'avait amené là. J'ai dit « Excusez-moi, il est déjà assez tard, et la plupart des gens ici doivent se lever tôt. Demain, si ce n'est pas trop demandé, ils pourraient le faire une autre fois. Il convient de mentionner que je suis une jeune fille de 19 ans, petite et fragile, qui n'a même pas pensé à porter autre chose qu'un H. Alors, quand deux de ces hommes d'une quarantaine d'années sont venus à la fenêtre et se sont penchés sur moi, en me regardant de haut en bas comme des prédateurs, je me suis figé et j'ai senti un frisson dans la nuque. Ils étaient tous les deux en sueur et avaient la bouche entr'ouverte et l'un d'eux tenait un marteau qui avait l'air assez lourd. Ils ont commencé à sourire d'une manière malsaine et méchante. Et j'ai ressenti une nausée soudaine et extrêmement inconfortable. J'ai commencé à reculer lentement vers mon appartement sans quitter les hommes, des yeux sentant qu'à tout moment, ils pourraient essayer de m'attraper dès que j'atteindrais la dernière marche des escaliers et sortirais de leur champ de vision. J'ai couru vers la porte d'entrée. Je suis entré et je l'ai verrouillé. Une de mes colocataires était hors de la ville cette nuit-là. Et j'ai supposé que l'autre dormait puisqu'elle n'a pas répondu à mes messages dans le groupe, demandant si quelqu'un était au courant d'un changement dans cet appartement où je suis retourné. J'étais dans ma chambre et je n'entendais plus aucun bruit d'outils. En fait, même la radio semblait éteinte. Je ne savais vraiment pas quoi penser de tout ça, car la colère avait laissé place au dégoût et à la peur. Je savais que j'aurais dû appeler la police à ce moment-là, mais j'étais trop épuisé pour y faire face. J'ai regardé l'horloge. Il était environ 2h15. Je suis retourné me coucher en essayant de me convaincre que je n'avais pas peur. Je voulais juste dormir un peu. J'ai fini par m'endormir, mais je me suis réveillé au milieu de la nuit vers 3h30 et je n'ai pas dormi. Je n'entendais aucun bruit provenant de l'appartement d'à côté. Tout était silencieux et cela commençait à me gêner. Le silence était absolu, inquiétant. Quelque chose m'avait réveillé. Mais je ne parvenais pas à identifier ce que c'était. Le silence m'inquiétait, et j'avais l'impression que quelqu'un se trouvait peut-être devant ma fenêtre fermée. J'essayais de chasser ces pensées, mais je n'arrivais plus à dormir paisiblement. Le lendemain matin, en sortant, je suis passé devant la même fenêtre et j'ai constaté qu'elle était fermée, comme si rien ne s'était passé cette nuit-là. J'ai demandé à la fille qui était à la maison avec moi si elle l'avait entendu. Elle a dit qu'elle s'était réveillée plusieurs fois pendant la nuit, mais qu'elle ne pouvait pas se lever pour vérifier à cause d'une paralysie du sommeil. De toute façon, cela a confirmé que je n'étais pas délirant. Ces gens étaient vraiment passés par là. Mais comment ont-ils obtenu les clés de l'immeuble et de cet appartement? Pourquoi semblait-il qu'ils ne voulaient pas être vus pendant la journée? Que pouvaient-ils bien prévoir de me faire ou de faire à quelqu'un d'autre qui passait? Cela fait une semaine et heureusement je n'ai rien vu, plus de ces hommes. Mais je n'ai toujours aucune idée de qui ils étaient ou de ce qu'ils faisaient. J'ai honnêtement peur de penser à la possibilité qu'ils soient de retour ou qu'ils rôdent encore quelque part. Musique. Je vis dans une ville de banlieue typique de Long Island. New York, ma petite amie Erika et moi avons récemment commencé à louer une petite maison idéale pour 2 à 4 personnes. Nous avons un jardin de taille décente et notre maison est dans une rue très calme. D'un côté de notre maison, il y a un bassin de drainage des eaux, comme l'appelle le comté, qui est en fait essentiellement un groupe d'arbres. Autour d'un gouffre de l'autre côté, nous avons notre voisin Marcos qui vit avec sa femme. Ils sont un couple âgé dans la soixantaine et très calme. De l'autre côté de la rue, il y a une petite parcelle de forêt qui est en face d'un autre bassin de drainage. Pour ceux qui apprécient l'intimité, la façade de notre maison est parfaite. Mais nous avons ensuite l'arrière-cour. La maison de Marcos est cachée par des buissons que le propriétaire a plantés il y a des années, afin qu'à côté de la maison, juste derrière nous, de l'autre côté de la clôture, il n'y a pas d'autres maisons qui peuvent voir dans la cour. Mais cette seule maison qui donne sur notre cour était suffisante pour vraiment déranger Erika et moi. Au moment où j'écris ces lignes, c'est l'automne. Nous avons donc consacré les dernières semaines au nettoyage d'automne de la cour avant et arrière.
J'ai commencé à remarquer que chaque fois que nous étions dehors, il y avait 2 personnes à la fenêtre de l'étage de la maison, derrière nous. C'était un homme et une femme d'âge moyen. Chaque fois que je regardais par la fenêtre, ils restaient là. En nous regardant, c'est devenu inconfortable, au point que nous avons essayé de les ignorer. Mais nous ne pouvions le faire que pendant un certain temps. Les feuilles continuaient de tomber, jour après jour, et le nettoyage d'automne devait continuer. Erika avait tellement peur de ces 2 personnes qui nous regardaient par la fenêtre qu'elle ne voulait plus être dans la cour. Alors un jour nuageux, pendant que je balayais, j'ai regardé la fenêtre, et une fois de plus, ils étaient là debout, dans la grande fenêtre rectangulaire. J'ai décidé de leur faire signe pour voir s'ils nous faisaient signe en retour. Après quelques secondes de sourire et de salut, ils n'ont pas bougé du tout de réaction. Mais je pouvais sentir leur regard et voir leurs yeux fixés sur moi. Je me suis retourné et j'ai essayé de continuer à balayer, mais après avoir jeté un dernier coup d'œil à la fenêtre quelques minutes plus tard, et avoir vu qu'ils étaient toujours là, je me sentais extrêmement mal à l'aise d'être dehors. Je suis entré dans la maison. Erika a suggéré que nous y allions et que nous nous présentions. Au début, j'ai hésité, mais j'ai été persuadé de faire un tour du pâté de maison avec elle jusqu'à cette maison et de sonner. Nous nous attendions à ce qu'une de ces personnes qui étaient toujours à la fenêtre réponde à la porte. Mais au lieu de cela, après cela, il s'est ouvert juste assez pour révéler la moitié du visage de quelqu'un. Il ne ressemblait à aucune des personnes qui nous regardaient habituellement par la fenêtre. La maison était si sombre à l'intérieur qu'il était effrayant et étrange de ne voir qu'une partie du visage de cette personne. Il semblait être beaucoup plus jeune, peut-être dans la vingtaine. Erika et moi avons essayé d'être amicales et de nous présenter, mais le gars semblait fermé et pas du tout intéressé à parler. Son attitude était du type « que voulez-vous » et quand je lui ai demandé s'il vivait avec quelqu'un d'autre là-bas, comme ses parents, il l'a nié. J'ai mentionné l'homme et le femme qui étaient toujours à la fenêtre, à l'étage, mais il a dit qu'il ne savait pas de qui je parlais. Erika et moi, nous sommes sentis très mal à l'aise et avons décidé de partir cependant. Alors que nous retournions dans la rue, j'ai remarqué que le gars regardait toujours avec la moitié de son visage à travers la porte entr'ouverte. Je suis sûr qu'il nous a observés jusqu'à ce que nous soyons hors de vue. Cette interaction était plus étrange et effrayante que ce à quoi nous nous attendions. Quand nous sommes rentrés à la maison, je suis monté dans notre chambre. L'étage de notre maison se compose uniquement de notre chambre principale et d'une salle de bain. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai revu ces 2 personnes. En regardant par la fenêtre et même de loin, j'avais l'impression qu'elles me regardaient droit dans les yeux. J'ai fermé les stores et je suis descendu prévenir Erika. Nous avons convenu que ce serait une bonne idée de planter des arbres pour bloquer la vue depuis leurs fenêtres. Le seul problème, c'est que c'est déjà l'automne et qu'il est trop tard pour planter quoi que ce soit. Nous allons devoir passer l'hiver comme ça. Quelques jours se sont écoulés sans que nous regardions par la fenêtre de la chambre, ni que nous sortions dans le jardin. Mais une nuit, nous avons entendu un étrange coup à la porte venant du rez-de-chaussée. J'ai demandé à Erika d'attendre au lit pendant que je descendais. Les coups se sont intensifiés et j'ai vite compris que ce n'était pas sur une des portes, mais sur la vitre d'une des fenêtres du jardin. Les stores étaient bien sûr baissés, car nous ne voulions pas que ces gens effrayants qui nous espionnaient la nuit nous voient. Je me suis approché et oui, c'était bien un point qui frappait à la vitre. J'ai pensé demander qui était là, mais je me suis figé de peur. Au lieu de cela, j'ai allumé la lumière. Arrière-cour et puis les coups ont cessé. Je n'ai même pas eu le courage de regarder par la fenêtre à travers la porte. J'ai gardé la lumière allumée et je suis retourné dans la pièce où j'ai parlé à Erika des coups effrayants. Mais j'ai exagéré quand j'ai dit que j'allais faire fuir celui qui l'avait fait. Je l'ai fait par peur de passer pour un lâche et aussi pour éviter de l'inquiéter. Nous avons tous les 2 imaginé que cela avait à voir avec cette maison depuis lors. Rien d'autre ne s'est produit. Mais je continuerai à mettre à jour tout au long de la mise à jour hivernale. Cela fait 2 semaines. Et nous n'avons plus vu ces personnes à la fenêtre, mais hier soir nous avons entendu des cris et des hurlements venir de cette maison,
J'ai dû ouvrir notre fenêtre pour mieux entendre, et il était clair que les cris étouffés venaient de là. Le fait que nous l'ayons entendu à travers 2 fenêtres fermées montre à quel point les cris étaient forts, puis soudainement, tout s'est arrêté et est devenu silencieux. Nous avons presque appelé la police, mais à la fin, nous avons abandonné. Je mettrai à jour à nouveau si quelque chose d'autre se produit, mais nous avons vraiment peur ici. Musique. Maintenant, mes 2 fils, Pietro et Henry, sont des jumeaux de 6 ans. Il y a 1 an, nous vivions dans notre ancienne maison, mais ce qui s'est passé, qui nous a amenés à déménager, est une longue et terrible histoire. J'ai vécu dans cette maison pendant 4 ans. Ma femme Duarda et moi nous sommes mariés pendant que j'y vivais. Et nous avons également eu nos enfants là-bas. Le quartier changeait lentement et pas pour le mieux. Mais même ainsi, au départ, nous avions prévu de rester dans cette maison pendant un bon moment jusqu'à ce que cela se produise. Notre maison était au coin de la rue et la maison derrière nous, dans la rue perpendiculaire, était entourée de grands arbres et de buissons, donc nous voyions rarement ses voisins. Quant à la nôtre, le voisin de droite nommé Apollo avait emménagé il y a moins d'1 an à l'époque. Je ne lui avais parlé que quelques fois, et les 2 fois, je pouvais à peine comprendre ce qu'il disait à cause de son fort accent. Il ne semblait tout simplement pas être la personne la plus amicale. 2 des fenêtres de sa maison donnaient sur notre jardin. Il n'y avait pas beaucoup d'intimité, mais quelle que soit la pièce à laquelle appartenaient ces fenêtres, je n'avais jamais vu les lumières allumées dans aucune d'elles, donc j'ai toujours supposé que c'était une chambre d'amis inutilisée ou quelque chose comme ça. Un jour, pendant l'été, Pietro et Henry jouaient dans le jardin, dans la piscine gonflable, avec leurs pistolets à eau, pendant que je faisais du jardinage à un moment donné. En marchant vers le garage détaché, j'ai remarqué Apollo dans l'une de leurs fenêtres pendant 1 seconde. Peu de temps après avoir remarqué sa présence, il s'est retourné et s'est éloigné de la fenêtre. C'était un peu étrange, c'est sûr, mais je l'ai laissé partir plus tard dans la journée, quand le soleil se couchait. Déjà, les enfants sont retournés dans le jardin pour jouer à nouveau. C'était une journée très chaude, alors ils sont retournés à la piscine gonflable pendant qu'Eduarda et moi étions dans la cuisine où je préparais le dîner quand soudain, les rires des enfants se sont tus un instant. Henry est alors entré et a mentionné qu'une lumière clignotait à la fenêtre du voisin. J'ai dû le suivre dans le jardin pour comprendre ce qu'il disait. Il a pointé du doigt une des fenêtres de la maison d'Apollo, à l'étage, qui donnait sur notre jardin, et a dit qu'une lumière blanche clignotait sans cesse. Dès que mes fils Pietro et Henry ont mentionné que la lumière blanche qu'ils voyaient ressemblait à un flash, là d'appareil photo, j'ai immédiatement été inquiet. J'ai demandé, et quand ils ont confirmé que cela ressemblait vraiment à un flash d'appareil photo, j'ai dit qu'il était temps de sortir de la piscine et d'y aller. Je les ai aidés à se sécher et les ai emmenés à l'intérieur où j'ai raconté à Eduarda ce qui s'était passé. Elle, comme moi, était alarmée et m'a suggéré d'aller chez Apollo pour frapper à la porte et le confronter. J'y suis allé, mais malgré le fait que sa voiture soit dans le garage, il n'a jamais répondu à la porte. J'ai sonné et frappé plusieurs fois, mais sans réponse. Je suis retourné à la maison et j'ai dit à Eduarda qu'il n'ouvrait pas, ce qui a rendu ce que les enfants ont dit encore plus inquiétant. Occupant bien que nous n'ayons aucun moyen de prouver que la lumière blanche que les garçons ont vue était en fait le flash d'un appareil photo, cela semblait très suspect et troublant. Un certain temps a passé, peut-être des semaines, jusqu'à ce qu'une nuit, alors qu'Eduarda et moi étions dans la pièce, nous entendions la porte latérale s'ouvrir et se fermer silencieusement. Eduarda m'a demandé d'aller vérifier. Alors je suis sorti dans l'arrière-cour, j'ai allumé toutes les lumières et j'ai regardé autour de moi. Je n'ai rien vu ni personne, mais j'ai remarqué que les lumières dans l'arrière-cour d'Apollo étaient allumées. Je suis allé à la clôture pour mieux voir et j'ai presque sursauté de peur quand il est apparu de l'autre côté en me demandant si j'avais besoin de quelque chose. Je lui ai demandé s'il avait vu ou entendu quelqu'un s'introduire dans notre jardin. Il m'a répondu que je n'avais pas saisi l'occasion de lui demander directement s'il surveillait mes enfants, car il pensait que quelqu'un les prenait.
en photo pendant qu'il jouait dans la piscine. Il a réagi avec suspicion, s'est vexé à l'excès et a failli me crier dessus pour avoir porté une telle accusation sans preuve. J'ai décidé de ne plus lui créer de problème. Je me suis excusé et je suis rentré. Eduarda, cependant, n'était pas satisfaite, déclarant qu'il était plein d'excuses l'incident. Suivant s'est produit quelques semaines plus tard, au milieu de la nuit, j'ai été réveillé par Eduarda, qui était en panique quand elle a entendu les enfants crier dans sa chambre. Elle a couru pour voir ce qui se passait. Henri était réveillé et pleurait, et ses pleurs avaient réveillé. Pietro qui criait aussi. Henri a dit qu'il avait vu quelqu'un à l'extérieur de la fenêtre et qu'il y avait un flash d'appareil photo. J'ai eu la chair de poule et j'étais en colère en même temps. J'ai demandé à Henri à quoi ressemblait la personne, mais il ne pouvait pas la voir. J'ai pris les enfants dans notre chambre pour dormir avec nous, avec les lumières éteintes. J'ai jeté un œil par la fenêtre pour observer la maison. Sombre d'Apollo, j'ai regardé toutes les fenêtres, et je l'ai vu, il regardait aussi par l'une des fenêtres à l'étage dans la même pièce qui donnait sur l'arrière-cour. Je suis sorti en colère, et j'ai sonné à sa porte à plusieurs reprises, mais il n'a jamais répondu à la porte. J'ai appelé la police pour déposer un rapport sur Apollo dans l'espoir que si d'autres rapports arrivaient, la police pourrait enquêter. Je ne l'ai plus jamais revu parfois. Il s'asseyait devant. J'espérais le voir, mais il évitait clairement de sortir quand j'étais là. À cause de cela, nous avons décidé de déménager dans un délai d'1 mois dans une nouvelle maison dans une autre ville voisine qui s'est avérée être un meilleur endroit pour élever les enfants. Cela m'est arrivé il y a de nombreuses années, lorsque je vivais dans une ville, loin de la région où je réside actuellement. À cette époque, j'avais une voisine âgée et très gentille qui vivait à côté. C'était une dame colorée et entourée de nombreux chats. Chaque fois que nous nous rencontrions, elle me saluait amicalement, et parfois même, je lui offrais des bonbons. Mais tout a changé à mes 12 ans. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à remarquer des détails troublants. L'un d'eux était qu'après minuit, j'entendais des bruits étranges provenant de sa maison. Ces bruits semblaient provenir d'un animal, mais je n'arrivais jamais à identifier lequel. Chaque fois que j'entendais ces bruits, j'avais la chair de poule. Un jour, avec des amis, nous avons décidé d'attendre le départ de la dame pour inspecter sa maison, même si nous savions que ce n'était pas la bonne chose à faire. Notre curiosité, cependant, était plus grande. À première vue, la maison semblait... Nous avons exploré les environs, mais n'avons rien trouvé de suspect, car nous n'avions pas la clé pour entrer. Nous avons tout au plus pu jeter un coup d'œil dans le jardin. Un de mes amis a décidé de regarder par la fenêtre. Soudain, il a couru vers nous, visiblement effrayé, et nous a supplié de partir au plus vite. Dehors, nous lui avons demandé ce qu'il avait vu. Il nous a dit qu'à l'intérieur de la maison, il y avait plusieurs bouteilles contenant un liquide jaunâtre et de petits animaux comme des araignées, des serpents et des insectes. Mais que ce qui le terrifiait le plus était le squelette humain qu'il a vu sous le lit de la dame à ce moment-là. Il a senti qu'il devait courir, mais avant de quitter la fenêtre, il a vu une silhouette à l'intérieur de la maison, comme si quelque chose surveillait l'endroit. C'est alors qu'il a crié et a couru vers nous. Après tout cela, nous avons essayé d'enquêter davantage sur la maison, mais le temps a passé et la dame est morte. Sa mort était assez étrange. Petit à petit, elle a perdu la vue et plus tard sa voix, jusqu'à ce qu'elle soit complètement alitée après sa mort. La chose la plus étrange était que personne ne voulait acheter la maison jusqu'à aujourd'hui. Je crois que ce que mon ami a vu, cette nuit-là, veille toujours sur la maison, et peut-être que le squelette n'est qu'un présage de l'avenir que la dame avait.